Des corps sans vie qui ressortaient de l'eau, des gens qui étaient gravement blessés, qui étaient en train d'appeler au secours, c'était un peu comme un carnage. Je suis là pour témoigner mon parcours de migrant, quelque chose de horrible, parfois tragique aussi. Je viens du Cameroun. C'était très compliqué après mes études en faculté. Suite aux difficultés que j'ai connues, comme beaucoup de millions d'Africains d'ailleurs, et contre ma volonté, laisser ma famille, mes amis, mon pays, la chaleur de là-bas, pour aspirer à une vie meilleure. Avoir un jour la chance de pouvoir travailler en Europe et bien gagner sa vie pour subvenir aux besoins de la famille qui est restée derrière. Après avoir fait des petits boulots, j'économise et puis au bout d'un moment, je me dis, il est temps que je me jette dans le vide. Je n'avais pas beaucoup d'informations sur ce qui m'attendait en fait en tant que migrant. C'est comme ça que je pars progressivement du Cameroun, traverser le Nigeria. Après je suis monté progressivement jusqu'au Niger et du Niger j'ai continué en Algérie, de l'Algérie au Maroc, du Maroc jusqu'en Espagne et de l'Espagne je suis venu à Paris qui était ma destination finale. C'est le chemin obligatoire quand on n'a pas de l'argent pour se payer un billet d'avion et faire une demande normale de visa. Et tout ça, vous l'avez fait par quel moyen de transport? Parfois en voiture, à pied sur des longues distances pendant des jours dans le désert, par des bateaux de fortune sur les trains de marchandises. Parfois arriver dans des villes de 20 millions d'habitants à 2 heures du matin où on connaît personne, on dort dans les rues. J'étais avec beaucoup d'amis, on a fait le parcours ensemble et en route on rencontre des camarades avec qui on fait un bout de chemin. Il y en a qui ont la chance d'entrer en Europe, il y a d'autres qui meurent dans la mer, d'autres qui meurent au désert, il y a d'autres blessés graves décident finalement de rebrousser chemin. Moi, personnellement, ça m'a pris 3 ans, de 2011 jusqu'en 2014, où je suis entré en Espagne. Qu'est-ce que vous avez eu comme accident pendant le voyage? Ça commence quand on part de la ville de Fès pour se rendre dans une ville au nord du Maroc qu'on appelle Finidec. C'est la dernière ville marocaine à la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta. Et donc... quand on est arrivé, on était nombreux au départ, pratiquement plus de 1000. On est arrivé à 5 heures du matin et on a tenté de passer côté espagnol. Ce n'est que de cette façon qu'on peut tenter d'entrer en Europe. On a beaucoup de difficultés. Ça commence par des militaires qui commencent à nous faire des crocs en jambes et ceux qui tombaient, des militaires qui marchaient dessus, qui marchaient sur des migrants. Devant, on a pu traverser la première barrière et il fallait nager par la suite, contourner la barrière qu'il y avait dans la mer. J'étais parmi les malchanceux. J'avais une vessie autour du cou, comme beaucoup de migrants d'ailleurs. À défaut du gilet normal, on utilise les roues, les vessies de moto, on met de l'air à l'intérieur et on met en dessous des aisselles pour ne pas se noyer puisque la plupart du temps on ne sait pas du tout nager et donc c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident d'en parler parce qu'à chaque fois ça me reproduit. C'est un souvenir assez triste. Ce jour j'ai la malchance d'être attrapé par un militaire qui sort derrière moi dans le dos. En fait, je n'entends pratiquement rien. Et il sort une grosse machette. Je ne sais pas trop ce qu'il a envie de faire. La machette était en train de venir tout droit sur ma tête. Et d'un faux mouvement comme ça du bras, sans m'en rendre compte même, ça me prend plutôt là. Et il y a un bout qui me fend la tête au niveau de là. J'ai les 3/4 de la main qui sont presque en train de... La main qui est presque en train de tomber. J'avance encore parce que sur le moment, je ne me rends pas encore compte que j'ai une grosse blessure. Je veux nager pour aller côté espagnol. Et puis je me rends compte que mon bras, il est tellement léger. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Puis je vois la main qui est pratiquement partie comme ça d'un côté. Il n'y avait plus que l'auriculaire qui tenait. Et là, j'ai poussé un gros cri. Il y a des militaires qui viennent, qui m'arrêtent, qui me repoussent derrière. Et il y avait des autres qui s'étaient noyés juste en face de moi. Bien qu'on était déjà au sol, il y a des militaires qui blessaient à coups de bâton et tout, qui piétinaient, qui marchaient dessus, qui crachaient sur nous. On était au sol. Moi, personnellement, j'étais déjà blessé, je saignais. Je ne faisais que recevoir des coups. Je me souviens à un moment, j'étais un peu perdu et choqué par la violence que je voyais en face de moi, des corps sans vie qui ressortaient de l'eau, à côté des gens qui étaient gravement blessés, qui étaient en train d'appeler au secours. C'était un peu comme un carnage sur la plage. Juste après ça, ils nous transportent dans l'ambulance. Moi, j'avais mon camarade à côté, qui était
qui n'arrivait plus à respirer. Et moi, j'avais la main qui était complètement en train de saigner. J'ai pu déchirer le dernier t-shirt qui me restait pour empêcher le sang de couler. J'étais en train de dire au monsieur l'ambulancier, s'il vous plaît, aidez-le, il est en train de mourir, mettez-lui de l'oxygène. Il me dit... vous les Africains, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous allez en Europe? Qu'est-ce que vous allez chercher en Europe? Restez dans vos putains de pays d'Afrique, pardon. Et là, je lui dis non, il est en train de mourir, c'est plus urgent, occupez-vous de lui. Il ne s'intéressait pas en fait à sa situation. Et c'est peut-être très tard qu'il a pris comme ça, il a balancé l'oxygène sur lui. Ils nous ont conduits à l'hôpital. Je suis tombé sur un infirmier, quelqu'un comme ça, qui a pris soin de moi. Et mon camarade qui avait du mal à respirer était déjà mort, même pendant le parcours. On était en train de partir à Finidec. J'ai eu les 13 points de suture sur le crâne ici, sur le cuir-chevelure, sans la moindre anesthésie. En sortant du couloir, le corps de mon ami était balancé juste à côté. Je suis ressorti pour qu'on me transfère là où il y avait un orthopédiste qui devait m'opérer. Même arrivé là-bas avec la main, personne ne voulait me toucher. Avec mes camarades, on arrivait à l'hôpital, personne ne voulait s'approcher de nous. D'où viennent ces noirs, d'où viennent ces nègres et tout, des choses comme ça assez violentes, alors que j'étais déjà en souffrance. Après près de 2 heures de temps encore dans le couloir où j'étais en train de crier, j'ai été opéré. On était à 3 dans une chambre et ils ont décidé de nous enchaîner sur les lits la nuit, comme si on était des vulgaires bandits, comme si on avait tué quelqu'un, comme si on était des assassins. Il a fallu qu'on fasse une sorte de grève, qu'on crie tous les jours pour dire non, mais on est juste des migrants et on voulait traverser pour l'Europe. On n'a pas demandé autre chose. Pourquoi nous enchaîner sur des lits alors que nous sommes déjà dans une chambre et gardés 24/24 par 3 policiers? Juste après ça, on a eu des nouvelles via les réseaux sociaux. Jusqu'au lendemain, il y avait au même endroit des corps qui ressortaient de la mer. Après 1 mois sur un lit d'hôpital, il m'avait encore gardé en cellule, de cellule en cellule. Je suis encore passé au tribunal. J'ai tout fait pour être libéré, malgré que je détachais la bande dessus pour montrer mes blessures. Ils m'ont jamais regardé comme un humain. Ils m'ont renvoyé à la frontière de Oujda, à la frontière algérienne. Ils m'avaient jeté dans une espèce de camion. On était pratiquement une quarantaine. Recroquevillés sur nous-mêmes. J'ai presque perdu l'usage aujourd'hui de cette main gauche qui est très peu sensible. Au bout de la 12e tentative, je suis finalement entré en Europe via la mer Méditerranée. Quand je suis arrivé, c'est encore la rue. Pourtant, je me disais que une fois arrivé en Europe, c'est le bonheur et les mêmes souffrances ont continué avant de rencontrer enfin un oncle de la famille. Puis finalement, il est devenu aujourd'hui mon papa qui m'a tout donné. Au niveau des séquelles, on ne s'en sort pas indemne. Parfois, j'ai envie d'éloigner de moi cette idée de cadavres qui me reviennent, des camarades blessés, avoir vu des corps qui ressortent de la mer, ils sont mangés par des poissons et tout. Il y a des fois j'ai envie d'effacer complètement ça, mais c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup qui sont arrivés avec des gros handicaps, il y a beaucoup avec qui sont accompagnés par des psychiatres qui ont pratiquement perdu la tête. Il y a beaucoup qui arrivent ici et qui sont encore dans les rues. Écrit aussi pour moi était une sorte de thérapie pour non seulement dénoncer aussi, sensibiliser sur les risques de l'immigration clandestine et surtout appeler le monde à une sorte de prise de conscience en fait. Parce qu'il y a beaucoup jusqu'à présent qui pensent que des migrants c'est juste parce qu'on veut venir en Europe. C'est juste que derrière il y a des situations qui nous poussent à partir sans toutefois le vouloir en fait. Si j'avais un conseil à donner à la jeunesse restée sur le continent africain, c'est une route à ne pas prendre. Surtout pas. Surtout pas. Autant rester encore sur le continent parce que tout compte fait, une vie humaine, c'est plus important que tout et elle doit être préservée. Et quand je vois encore mes camarades qui sont restés là-bas, qui tentent encore la traversée, soit 9 ans après, qui n'ont toujours pas eu la chance d'entrer, ceux qui sont morts, justement je rends hommage à tous ceux-là qui sont morts noyés. J'ai la chance d'être vivant, d'être là, mais je ne le conseillerais pas. Il faut que le monde se bouge parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, malheureusement, il y a des gens qui sont en train de mourir dans la mer.